Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines nouvelles se propagent comme des feux de forêt sur Internet, tandis que d'autres, tout aussi importantes, passent inaperçues? La réponse se trouve dans la physique des réseaux. Exactement. Et pas seulement dans les nouvelles, la physique des réseaux est derrière beaucoup de choses qui nous entourent. De la façon dont une maladie se propage à la façon dont fonctionne notre propre cerveau. C'est un domaine fascinant et souvent sous-estimé. Pourquoi n'explorions-nous pas ensemble ce qu'est la théorie des réseaux et pourquoi elle est si cruciale? Cela me semble génial. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un réseau exactement, en termes de physique? Je ne parle pas d'Internet, bien sûr. Bonne question. En termes de théorie des réseaux, un réseau est simplement un ensemble de nœuds, qui sont les éléments individuels, et de liens, qui sont les connexions entre ces nœuds. Pensez à un plan de métro, chaque station est un nœud, et les lignes qui les connectent sont les liens. C'est aussi simple que cela. Je comprends. Alors, les réseaux sociaux entrent-ils également dans cette définition? Chaque utilisateur serait un nœud et les amitiés seraient les liens, correct? Parfait. C'est une façon intuitive de le voir. Facebook, Instagram, Twitter, tous sont des réseaux complexes. Mais la théorie des réseaux va bien au-delà des réseaux sociaux. Nous pouvons l'appliquer à la biologie, à l'économie, au transport, pratiquement à tout système où il existe des interactions. Pourriez-vous me donner un exemple biologique? Bien sûr. Considérez un réseau neuronal dans notre cerveau. Chaque neurone est un nœud, et les synapses, les connexions entre elles, sont les liens. Comprendre comment ces neurones sont connectés nous aide à comprendre comment nous traitons l'information, comment nous apprenons et comment se développent les maladies neurologiques. Waouh! Je n'y avais jamais pensé comme ça. Et dans le domaine de l'épidémiologie? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Imaginez que chaque personne est un nœud et que les contacts entre les personnes, comme une poignée de main ou une conversation, sont les liens. La théorie des réseaux nous permet de modéliser comment une maladie infectieuse se propage à travers une population et de concevoir des stratégies pour la contenir. Par exemple, identifier les individus les plus connectés, les appeler hubs, et les vacciner en premier peut être beaucoup plus efficace qu'une vaccination aléatoire. Cela a beaucoup de sens. Donc, la clé est d'analyser comment les nœuds sont connectés et comment l'information circule à travers le réseau. Exactement. Et c'est là que la physique entre en jeu. La physique des réseaux utilise des outils mathématiques et computationnels pour analyser la structure et la dynamique des réseaux. Nous pouvons mesurer des choses comme la centralité d'un nœud, c'est-à-dire à quel point ce nœud est important dans le réseau, ou la distance moyenne entre deux nœuds, ce qui nous indique à quel point le réseau est compact. Et comment mesure-t-on la centralité d'un nœud? Qu'est-ce que cela implique qu'un nœud soit central? Il existe différentes façons de mesurer la centralité. L'une des plus courantes est le degré, qui compte simplement le nombre de connexions qu'un nœud possède. Un nœud avec un degré élevé est un hub, un nœud très connecté qui peut beaucoup influencer le réseau. Mais il existe aussi d'autres mesures, comme la centralité d'intermédiation, qui mesure combien de fois un nœud est sur le chemin le plus court entre deux autres nœuds. Ce type de nœud agit comme un pont et peut contrôler le flux d'informations. Ah, je vois. Donc, un hub est quelqu'un qui connaît beaucoup de gens, tandis qu'un nœud avec une forte centralité d'intermédiation est quelqu'un qui connecte des groupes de personnes qui autrement ne seraient pas connectées. Exactement. Pensez à un organisateur d'événements. Il connaît probablement beaucoup de gens de différents milieux, ce qui en fait un nœud avec une forte centralité d'intermédiation. Intéressant. Et qu'en est-il des réseaux de transport? Comment la physique des réseaux s'applique-t-elle là? Les réseaux de transport, comme les réseaux routiers ou les réseaux aériens, sont des exemples parfaits. Chaque ville ou aéroport est un nœud, et les routes ou les routes aériennes sont les liens. La théorie des réseaux nous permet d'optimiser ces réseaux pour réduire la congestion, minimiser les temps de trajet et améliorer l'efficacité générale du système. Par exemple, on peut identifier les goulots d'étranglement, qui sont des liens avec beaucoup de trafic, et construire de nouvelles routes ou des itinéraires alternatifs pour les soulager. Cela explique pourquoi ils construisent parfois de nouvelles autoroutes qui semblent ne mener nulle part au début, mais qui sont en réalité destinées à améliorer le flux général du trafic. Exactement. C'est tout un jeu d'optimisation. Et la physique des réseaux est également utilisée pour analyser la vulnérabilité des réseaux de transport. Par exemple, que se passerait-il si un pont important s'effondre ou si un aéroport clé ferme? J'imagine que c'est crucial pour la planification des urgences. Absolument. Pour en revenir aux réseaux sociaux, que nous dit la physique des réseaux sur la façon dont se forment les communautés en ligne? Bonne question. J'ai remarqué que nous finissons souvent par interagir principalement avec des personnes qui pensent comme nous.
Est-ce un biais inhérent à la structure des réseaux sociaux? Dans une large mesure, oui. Les réseaux sociaux ont tendance à favoriser la formation de chambres d'écho, où les gens ne sont exposés qu'à des informations qui confirment leurs propres convictions. Cela est dû en partie à des algorithmes qui personnalisent le contenu que nous voyons, en nous montrant principalement des choses que nous savons que nous allons aimer. Mais c'est aussi dû à la façon dont les personnes ont naturellement tendance à se connecter avec d'autres personnes similaires. Alors, la physique des réseaux peut-elle aider à comprendre et à combattre la polarisation politique? Définitivement. En analysant la structure des réseaux sociaux et la façon dont l'information se propage, nous pouvons identifier des stratégies pour briser les chambres d'écho et exposer les gens à des perspectives différentes. Par exemple, promouvoir la consommation de nouvelles de diverses sources ou concevoir des algorithmes qui montrent un contenu plus diversifié. Et qu'en est-il des fake news? Comment la structure des réseaux influence-t-elle leur propagation? La structure des réseaux sociaux facilite la propagation des fake news parce que les gens ont tendance à faire plus confiance à l'information qui provient de leurs amis et de leur famille, même si cette information n'est pas précise. De plus, les fake news sont souvent conçues pour être sensationnalistes et émotionnelles, ce qui les rend plus susceptibles d'être partagées. Je comprends. Donc, la clé est d'améliorer l'éducation aux médias et de développer des outils pour détecter et supprimer les fausses nouvelles des réseaux sociaux. Exactement. Mais il est également important de comprendre que la physique des réseaux n'est pas une panacée. C'est juste un outil qui nous aide à mieux comprendre les systèmes complexes. Pour résoudre des problèmes tels que la polarisation politique ou la propagation de fausses nouvelles, nous devons combiner la physique des réseaux avec d'autres disciplines, telles que la psychologie, la sociologie et la science politique. Je trouve très intéressant tout ce que vous me racontez. Mais, existe-t-il différents types de réseaux? Parce que jusqu'à présent, nous avons parlé de réseaux sociaux, de réseaux de transport, de réseaux neuronaux. Mais existe-t-il un moyen de les classifier? Bonne question. Il existe plusieurs façons de classer les réseaux. L'une des plus courantes est par leur structure. Par exemple, on peut parler de réseaux aléatoires, où les connexions entre les nœuds sont établies au hasard, ou de réseaux de petits mondes, qui sont des réseaux où la plupart des nœuds ne sont pas directement connectés, mais la plupart des nœuds peuvent être atteints depuis n'importe quel autre via un petit nombre de sauts. Qu'est-ce que c'est que ce petit monde? C'est un phénomène que l'on observe dans de nombreux réseaux réels, comme les réseaux sociaux ou les réseaux de collaboration scientifique. Fondamentalement, cela signifie que, même si vous connaissez peu de personnes directement, il est probable que vous puissiez contacter n'importe qui dans le monde via une courte chaîne de connaissances. Ah, d'accord. C'est ce qu'on appelle les 6 degrés de séparation. Exactement. Une autre façon de classer les réseaux est par leur fonction. Par exemple, on peut parler de réseaux de communication, qui transmettent des informations, de réseaux de transport, qui transportent des biens ou des personnes, ou de réseaux d'interaction sociale, qui facilitent les relations entre les individus. Je comprends. Donc, la classification dépend du critère que nous utilisons. Exactement. Et il est important de noter qu'un même réseau peut appartenir à différentes catégories. Par exemple, Internet est un réseau de communication, mais c'est aussi un réseau d'interaction sociale et un réseau de transport d'informations. Je me demande, quels sont les défis auxquels la physique des réseaux est confrontée actuellement? Y a-t-il des questions importantes sans réponse? Absolument. Malgré les progrès significatifs, il reste encore de nombreux défis. L'un des principaux est de comprendre comment la structure d'un réseau influence sa dynamique. C'est-à-dire, comment la façon dont les nœuds sont connectés affecte le comportement du réseau dans son ensemble. Pourriez-vous me donner un exemple concret? Bien sûr. Imaginez que vous avez un réseau de distribution d'énergie électrique. La structure du réseau, c'est-à-dire comment les centrales électriques, les sous-stations et les consommateurs sont connectés, influence la façon dont une panne se propage dans le réseau. Si une centrale électrique tombe en panne, comment cela affectera-t-il l'alimentation électrique dans d'autres parties du réseau? Quelles mesures peuvent être prises pour minimiser l'impact de la panne? Je comprends. Donc, le défi est de prédire comment le réseau se comportera face à différents scénarios. Exactement. Un autre défi important est de développer des modèles de réseau plus réalistes. Les modèles que nous utilisons actuellement sont souvent des simplifications de la réalité. Par exemple, ils supposent souvent que les connexions entre les nœuds sont statiques, alors qu'en réalité, elles peuvent changer avec le temps. C'est tout à fait logique. Dans les réseaux sociaux, par exemple, les amitiés vont et viennent. Exact. Et il est également important de tenir compte de l'hétérogénéité des nœuds. Tous les nœuds ne sont pas égaux. Certains sont plus importants que d'autres, ont plus de ressources ou sont plus influencés par des facteurs externes. Donc,
L'avenir de la physique des réseaux passe par le développement de modèles plus complexes et réalistes qui tiennent compte de la dynamique des connexions et de l'hétérogénéité des nœuds. Absolument. Et aussi par l'intégration de la physique des réseaux avec d'autres disciplines, comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Ces techniques peuvent nous aider à analyser de grandes quantités de données de réseau et à identifier des schémas et des tendances qui seraient autrement invisibles. Il me semble que la physique des réseaux a un potentiel énorme pour résoudre certains des problèmes les plus importants auxquels l'humanité est confrontée. De la lutte contre les pandémies à la construction de sociétés plus justes et équitables. Tout à fait d'accord. C'est un domaine fascinant et en constante évolution qui nous offre une nouvelle façon de comprendre le monde qui nous entoure. Et le meilleur de tout, c'est qu'il est à la portée de tous. Vous n'avez pas besoin d'être un physicien pour commencer à explorer la théorie des réseaux. Il existe de nombreuses ressources en ligne, des livres et des cours qui peuvent vous initier à ce monde passionnant. Eh bien, vous m'avez convaincu. Je vais faire plus de recherches sur le sujet. Et je pense que nos auditeurs seront également intéressés. J'espère bien. Et si vous avez aimé cette vidéo, explorateur, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos sur la science et la technologie. De plus, laissez-nous vos commentaires. Qu'avez-vous pensé de ce sujet? Quels autres aspects de la physique des réseaux aimeriez-vous que nous explorions? Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Aidez-nous à diffuser la connaissance et à inspirer davantage de personnes à explorer le monde qui nous entoure.